Salut, alors aujourd'hui comme prévu on va faire un cours d'électronique qui sera la suite du cours précédent, hein. On fera des cours qui vont suivre comme ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va essayer de s'intéresser de près à la charge, hein. On va commencer à voir qu'est-ce que c'est que cette charge exactement. Donc pour faire ça, comme la dernière fois, je vous ai prévu une présentation, donc sans plus attendre, je vous propose d'attaquer ça tout de suite. C'est parti. Alors le cours d'aujourd'hui s'intitule « De la théorie atomique à l'électron libre ». Bon, vous allez très vite comprendre pourquoi il va falloir qu'on s'intéresse de près à l'atome, et puis le but, ça va être que d'ici la fin de ce cours, vous compreniez exactement ce que c'est qu'un électron libre, et que vous compreniez également pourquoi c'est un élément absolument capital en électronique, hein. Bon, on va voir tout ça, mais pour commencer, je voudrais juste vous faire un petit résumé très rapide de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc la dernière fois, on s'était attardé à définir précisément ce que c'est que l'électronique, et on avait dit que l'électronique est une discipline qui consiste à concevoir des systèmes en s'appuyant sur les lois de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique. On avait dit que électromagnétisme et mécanique quantique, c'était un ensemble de propriétés physiques sur lesquelles on allait s'appuyer pour concevoir des systèmes électroniques. Alors, bon, cette définition était très bien, mais on a vu qu'elle était un petit peu trop académique, elle était un peu pompeuse et emmerdante, donc du coup on en avait fait une plus simple, on avait fait celle-ci. Faire de l'électronique, c'est déplacer des charges de manière contrôlée. Et on avait vu qu'à partir de cette définition, donc on avait trois questions qui se posaient. Qu'est-ce qu'une charge ? Comment les déplacer et comment contrôler ce déplacement. Et ce qu'on va faire, évidemment, on va commencer par le début. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une charge. Alors, pour comprendre ce que c'est que la charge, il va falloir qu'on se rende ici. Directement au cœur de la matière, dans l'atome. Alors, bon, ça, je détaille pas, normalement tout le monde connaît, puisqu'on voit ça au collège, en classe de 4e, si je dis pas de bêtises, peut-être même en classe de 5e, donc ça vous connaissez déjà. L'atome est constitué donc d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, je vous ai mis les protons en rouge, les neutrons en vert, et puis autour de ce noyau, vous avez un nuage d'électrons qui circule. Donc ça, tout le monde connaît, pas de souci. En revanche, ce que vous savez peut-être pas, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est une bonne question. Pourquoi les neutrons et les protons là sont bien groupés comme ça dans un noyau? Pourquoi les électrons circulent autour? Bon, si on veut savoir ce que c'est qu'une charge, il va falloir qu'on étudie ça d'un petit peu plus près. Donc la première question qui se pose, c'est quelles sont les forces de cohésion qui maintiennent les protons et les neutrons bien groupés dans le noyau? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des forces qui s'exercent dans le noyau. On appelle ces deux forces l'interaction faible et l'interaction forte. Alors, pour vous donner un exemple, la gravité, par exemple, est une des 4 grandes forces de la nature. Il se trouve que l'interaction faible et l'interaction forte, ce sont deux autres de ces 4 grandes forces de la nature, et ce sont des forces qui s'exercent uniquement dans le noyau atomique. Donc ça, c'est plutôt le domaine de la physique nucléaire, la physique des hautes énergies, ce genre de choses. Bon, nous, en tant qu'électroniciens, on s'en moque complètement. Donc on va pas du tout s'intéresser à ça. Ce qu'on va juste retenir, c'est que c'est comme ça. Vous avez des protons, des neutrons, voilà, qui sont attirés les uns les autres par l'interaction faible et l'interaction forte. Donc il reste, tout ce petit monde-là reste bien groupé dans le noyau. Et puis on va dire que c'est comme ça et puis c'est tout. Pourquoi c'est comme ça nous intéresse absolument pas. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est quelle est la force qui maintient les électrons en orbite autour du noyau? Et alors là, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus intéressant pour nous, puisque la force qui fait que les électrons comme ça sont maintenus dans un nuage autour du noyau, eh bien figurez-vous que c'est la force électromagnétique. C'est la quatrième, je vous parlais tout à l'heure, dans la nature il y a 4 grandes forces. Il y a la gravité, interaction faible, interaction forte, et la force électromagnétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la force électromagnétique? Eh bien, bon, pour faire simple, la force électromagnétique, on peut dire donc qu'elle engendre un certain nombre de phénomènes, et tous ces phénomènes, on regroupe tout ça sous un terme, et on appelle ça l'électromagnétisme. Donc, si vous vous rappelez de notre première définition du mot électronique, dans laquelle on disait que pour faire de l'électronique, on s'appuie sur l'électromagnétisme et la mécanique quantique, on voit que voilà, l'électromagnétisme, c'est un des 2 sous-ensembles de la physique utilisés en électronique. Donc, il va falloir qu'on étudie ça de beaucoup plus près. Donc pour commencer, la première question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. D'où vient la force électromagnétique?
Bah oui, hein, l'électromagnétisme, c'est pas un miracle issu du Saint-Esprit, hein, ça vient bien de quelque part. Hein. Il y a bien quelque chose qui est à l'origine de l'électromagnétisme. Et alors là, on en arrive à une définition absolument fondamentale qu'il va falloir retenir, c'est celle-ci. C'est la charge électrique qui produit la force électromagnétique. Et c'est ça la charge, hein, c'est vraiment ça, c'est ce qui est à l'origine de l'électromagnétisme. Alors, une petite remarque, là je vous ai mis charge électrique. Bon, vous verrez qu'il y a plusieurs termes pour ça. Quand on parle de charge électrique, de charge électromagnétique, on parle de la même chose. Hein. C'est exactement la même chose, c'est juste trois façons différentes d'appeler la charge. Hein. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment c'est ça la charge. Hein. Ça c'est une notion absolument fondamentale. La charge c'est quoi ? C'est ce qui crée l'électromagnétisme. Et ça, vraiment, il faut le retenir. Hein. Alors là, bon, évidemment, vous allez me dire, bon, il est gentil, le gars, mais pourquoi c'est comme ça ? On aimerait bien savoir. Ben, là, malheureusement, je suis désolé, mais je peux pas vous répondre. Hein. Et comprenez bien que ça ne vient pas de moi, c'est l'humanité qui ne sait pas pourquoi la charge est la charge. Hein. Pourquoi la charge est ce qu'elle est ? Alors là, on arrive dans une considération métaphysique. Bon, ça, c'est encore un des grands mystères de la nature qu'on n'a pas résolu. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge, c'est vraiment c'est une notion fondamentale, quoi. Hein. On connaît très bien l'électromagnétisme. Et voilà, il fallait donner un nom à ce qui est à l'origine de l'électromagnétisme, et on a appelé ça la charge. Après, pourquoi la charge est ce qu'elle est ? Et ben là, on n'en sait rien du tout. Bon, ceci dit, rassurez-vous, pourquoi la charge est ce qu'elle est pour faire de l'électronique, on s'en fout complètement. Nous, on aura juste besoin de l'électromagnétisme, et ça, l'électromagnétisme, on maîtrise parfaitement. Hein, donc vous allez voir, pour faire de l'électronique, il n'y a pas de souci, la maîtrise de l'électromagnétisme nous suffira. Bien, il est temps de faire un petit point déjà sur ce qu'on a vu hein, depuis le début, enfin en tout cas sur ce qu'on a vu d'essentiel. Hein. On a dit que c'est l'électromagnétisme qui maintient les électrons en orbite autour du noyau. Hein, bon, ça jusque-là facile. On a également dit que c'est la charge qui est à l'origine de l'électromagnétisme. Donc ça c'est une notion extrêmement importante hein, qu'il faut retenir. Donc, bon, quand vous voyez ces deux phrases, normalement, vous devez automatiquement faire une déduction logique. Hein. Si les électrons sont maintenus en orbite autour du noyau par l'électromagnétisme, et si c'est la charge qui crée l'électromagnétisme, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a des charges qui sont présentes dans l'atome. Hein. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué, c'est une simple déduction logique. Alors là, bon, je vais pas garder le suspense, normalement, vous le savez déjà, il y a deux porteurs de charge dans l'atome, les protons et les électrons. Hein, ça, normalement, vous le savez déjà. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu là sur cette notion de porteur de charge pour bien comprendre ce que ça signifie exactement. Hein, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protons et les électrons, c'est pas de la charge pure. Hein, c'est un truc, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est autre chose. Hein. Alors, pour comprendre, je voudrais faire un parallèle. Prenez n'importe quel objet que vous avez sous la main. Bon, cet objet, il a une masse. Donc, quelque part, on peut dire que cet objet porte une grandeur physique qui est la masse. Et bien, pour le proton et l'électron, c'est la même chose. Ce sont deux objets qui portent une grandeur physique qui est la charge. D'accord ? Hein, donc, c'est ça, être un porteur de charge. C'est-à-dire que proton et électron, c'est pas de la charge pure, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est autre chose. On va, pour l'instant, appeler ça des particules, si vous voulez, même si on va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, c'est plus que des particules. Mais bon, voilà, pour faire simple, pour l'instant, on peut dire que protons et électrons, ce sont des particules qui portent une grandeur physique qu'est la charge. D'accord ? Bon, il vous aura pas échappé que protons et électrons sont deux entités différentes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe deux types de charges différentes. Alors, ce qui aurait été bien, c'est de leur donner un nom, hein, pour pouvoir les différencier. Et là, figurez-vous qu'il y a déjà un gars qui s'est chargé du travail, c'est Benjamin Franklin. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse historique. Bon, vous voyez, Benjamin Franklin, il est du XVIIIe siècle, hein, donc à l'époque, évidemment, il ne savait pas ce que c'était qu'un proton ni un électron. Mais en revanche, il avait déjà parfaitement compris qu'il existait deux types de charges différentes, et c'est pour ça qu'il a pu les nommer. Hein. Donc il en a appelé une la charge positive, donc ça c'est la charge élémentaire portée par le proton, et il a appelé l'autre la charge négative, donc ça c'est la charge élémentaire portée par l'électron. Alors pourquoi il les a appelées positives et négatives ? Finalement, il aurait très bien pu les appeler la charge rouge et la charge bleue, hein, ça faisait parfaitement l'affaire. Bon,
il se trouve, vous allez voir, quand on va commencer à faire des calculs avec de la charge dedans, eh ben, ça simplifie grandement les choses d'avoir un signe plus ou un signe moins. Hein. Donc finalement, s'il a appelé ça comme ça, c'est juste pour simplifier les calculs, hein, tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le proton porte la charge élémentaire positive et l'électron porte la charge élémentaire négative. Ok ? Alors, également, ce qu'il faut bien voir, c'est que quantitativement, la charge négative portée par l'électron est l'exact opposé de la charge positive portée par le proton. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met un chiffre sur la grandeur physique qu'est la charge, eh bien, en termes de valeur absolue, ce chiffre est le même pour le proton et pour l'électron. Mais du fait que le proton soit positive, eh bien, la charge portée par l'électron est l'opposé de celle du proton, hein, puisque la charge de l'électron est négative. Ok, bon, voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé, et j'espère que vous avez bien compris, mais bon, j'en doute pas, parce qu'il y a rien de compliqué là-dedans. Ok, donc, eh ben parfait, hein, maintenant on sait ce que c'est que la charge, c'est ce qui crée l'électromagnétisme, et puis on sait aussi également où la trouver, hein, c'est-à-dire dans l'atome. Donc, bah écoutez, pour l'instant tout est très bien, et si on reprend la définition d'électronique qu'on a donnée, c'est-à-dire faire de l'électronique, c'est déplacer des charges de manière contrôlée, eh ben, on voit que finalement, on a déjà le premier élément, et la suite logique, ça va être de déplacer ces charges, hein, pour pouvoir commencer à faire un petit peu d'électronique. Bon, malheureusement, il y a un mais. Oui, évidemment, il y a toujours un mais, hein, sinon ce serait trop simple. Et le problème, c'est que l'atome, c'est une entité qui est stable et cohérente. Et les charges y sont, si vous voulez, un peu comme aimantées, quoi. Hein. Les charges, elles vont pas s'évaporer facilement dans la nature, hein. Elles vont bien rester bien groupées comme ça dans l'atome. Et ça nous pose un problème, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est déplacer les charges, et pas l'atome. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Hein. Donc, avant même de pouvoir déplacer ces charges, eh ben, il va déjà falloir les extraire de l'atome, pour les rendre disponibles, et donc mobiles. Bah oui, ça c'est important, hein, de comprendre ça, hein, parce que si les charges sont pas disponibles, elles restent coincées dans l'atome, et si elles restent coincées dans l'atome, on va pas pouvoir les déplacer. Donc si on veut faire de l'électronique et déplacer des charges, eh ben on n'a pas 36 solutions, il faut déjà les extraire de l'atome, les rendre disponibles, ce qui les rendra par conséquent mobiles. Alors, il y a peut-être des petits malins parmi vous qui auront, on va dire, l'esprit un peu plus aiguisé que la moyenne, qui auront vite réfléchi à ce problème et qui vont se dire, mais finalement c'est quoi le souci? Si les charges sont coincées dans l'atome, il n'y a qu'à déplacer l'atome tout entier, quoi. En fait, quel est le problème là-dedans? On peut pas vraiment déplacer l'atome tout entier, parce que le problème c'est que pour déplacer l'atome tout entier, il faudrait déplacer toute la matière. Et ça pose un souci, hein. Si vous ouvrez n'importe quel système électronique, vous regardez, les composants, ils sont là, ils sont constitués de matière, et ils bougent pas, hein. Les composants, dans un système électronique, ils ne bougent pas, hein. Prenez les pistes de cuivre qui sont sur la carte électronique, le cuivre, il bouge pas, hein. Il reste là où il est, il n'y a rien qui bouge. Donc, on peut pas faire comme ça, déplacer tout l'atome. Parce que si on déplaçait tout l'atome, on déplacerait le cuivre, on déplacerait les composants dans les systèmes électroniques, donc ça marche pas. Hein, on ne peut pas faire comme ça. Alors, il y a une autre solution éventuellement qui aurait pu vous venir à l'esprit, c'est celle-ci. Et bien, si on ne peut pas déplacer l'atome et on ne peut pas récupérer les charges parce qu'elles sont coincées dans l'atome, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est qu'on a qu'à l'éclater, l'atome. Hein, et puis finalement, une fois éclaté, hein, voilà, comme ça, on éclate l'atome et puis ensuite on récupère les charges une par une et là, on pourra les déplacer. J'ai envie de vous dire que c'est pas bête, hein. C'était bien essayé, seulement ça pose un petit souci, c'est que ça porte un nom, ça s'appelle une réaction nucléaire, donc c'est peut-être un petit peu too much quand même, hein. D'ailleurs, je vous ai mis en photo le sarcophage de la centrale de Tchernobyl. Alors ça c'est l'ancien, hein. A priori il y en a un nouveau maintenant, mais bon, peu importe. C'est juste pour vous rappeler simplement que, bon, vouloir éclater l'atome, c'est quand même pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Et c'est pas ce qu'on va faire en électronique. Hein. Vous aurez remarqué que dans tous les systèmes électroniques, il n'y en a pas un où il y a des réactions nucléaires dedans. Il n'y a pas de réaction nucléaire dans les systèmes électroniques. Hein. Donc ce qu'il faut comprendre avec ces deux exemples, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, pour rendre une charge disponible et mobile. Ça va pas se faire comme ça. Va falloir étudier un peu l'électromagnétisme un petit peu plus en profondeur. Hein. Alors là, je voudrais quand même m'arrêter 2 minutes. Bon, je sais que ça peut faire beaucoup d'informations, hein, pour les débutants, donc on va s'arrêter 30 secondes et on va essayer de bien comprendre ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Donc on a dit que l'électronique, c'est déplacer des charges de manière contrôlée.
Bon, on a vu que ces charges, donc c'est ce qui crée l'électromagnétisme, et on a vu qu'elles sont présentes dans l'atome. Hein, il y en a deux types, il y a les protons, donc la charge positive, et les électrons, la charge négative. Et nous, ce qu'on veut faire en électronique, donc, c'est déplacer ces charges de manière contrôlée. D'accord? Alors après, on a vu que pour l'instant, nos charges, là, c'est très bien, mais pour l'instant, elles sont coincées dans l'atome. Et voilà, justement, il n'y a pas de solution miracle pour les extraire. Hein. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen d'extraire au moins une charge de l'atome pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir la déplacer et pour pouvoir commencer à faire un petit peu d'électronique. Hein. Donc pour ça, il n'y a pas de solution miracle. Le seul moyen de voir comment on peut faire ça, c'est d'étudier plus en détail l'interaction électromagnétique des charges au sein de l'atome. Alors, la première règle de l'électromagnétisme que vous devez connaître, c'est celle-ci. Les charges de signe opposé s'attirent et les charges de même signe se repoussent. Donc ça, si on se replace dans le cadre de notre atome, ça veut dire que protons et électrons s'attirent entre eux. Mais ça veut aussi dire que les protons se repoussent les uns les autres et que les électrons se repoussent aussi les uns les autres. Hein, c'est ça que signifie cette phrase. Donc bon, ça c'est très simple, tout le monde a compris, donc je développe pas. Maintenant, si vous avez bien suivi, ça doit quand même vous interpeller, parce que c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'on a dit précédemment, et notamment au niveau du noyau. Hein, si on reprend notre noyau de notre atome, donc si on se place d'un point de vue purement électromagnétique, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, les protons sont censés se repousser les uns les autres. Hein, sachant que bien sûr les neutrons n'interviennent pas là-dedans. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les neutrons, c'est parce qu'ils ne portent aucune charge, ils sont électriquement neutres et donc ils produisent aucun électromagnétisme. Hein, donc d'un point de vue purement électromagnétique, les protons seraient censés se repousser les uns les autres. Et pourtant, malgré tout, ils sont bien là, serrés les uns contre les autres dans le noyau. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, on a déjà répondu à cette question tout à l'heure, c'est que dans le noyau, il n'y a pas que l'électromagnétisme qui intervient. Hein. Il y a aussi d'autres forces, et ces autres forces, ce sont les interactions nucléaires. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'interaction faible et l'interaction forte. Et il se trouve que l'intensité des forces d'interaction nucléaire est largement supérieure à celle de la force électromagnétique. Donc ça signifie que du point de vue du proton, la force électromagnétique est quasiment négligeable face aux interactions nucléaires. Ok? Donc, comment on pourrait les extraire, les protons, là-dedans? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je vous ai dit que les interactions nucléaires, nous, électroniciens, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Pour faire simple, on va dire que pour contrer entre guillemets, les forces d'interaction nucléaire, il n'y a pas 36 solutions, c'est la réaction nucléaire. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout ce qu'on va faire en électronique. Donc, on va pas rentrer dans les détails là-dedans, parce que la physique nucléaire, nous, électroniciens, ça nous intéresse pas du tout. Ce qu'il faut juste retenir, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas extraire les protons sans réaction nucléaire, ils sont donc inutilisables en tant que charge mobile. Hein. Donc ça veut dire que pour nous, les protons, c'est des trucs qui sont complètement coincés dans le noyau, et de toute façon, on ne pourra jamais y avoir accès. Donc les protons, faut les oublier, on va pas s'en servir en électronique. Hein. C'est pas ça qu'on va utiliser. On pourra jamais les sortir de l'atome, donc du coup, on pourra pas déplacer de protons, c'est impossible, donc voilà, pour nous électroniciens, faut les oublier, ils sont inaccessibles, ils sont là, coincés dans le noyau, et puis c'est tout. Ok ? Alors si on ne peut pas utiliser les protons, qu'est-ce qui nous reste? On n'a plus trop le choix, il nous reste plus que les électrons, on n'a plus que ça, et il va falloir faire avec. Maintenant, ce qu'il y a de bien avec les électrons, c'est qu'ils ne sont pas soumis aux interactions nucléaires. Les forces d'interaction nucléaire n'ont pas d'influence sur les électrons. Donc ça, pour nous, électroniciens, ça tombe drôlement bien, parce que ça signifie une chose, ça signifie que le comportement des électrons est un pur produit de l'électromagnétisme. Et ça, c'est important, faut bien l'enregistrer. Alors, je vais quand même faire une toute petite parenthèse là-dessus. S'il y en a qui sont assez calés en physique et puis qui regardent ce cours, ils vont me dire non, c'est pas vrai, ils sont aussi soumis à la gravité. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, la masse d'un électron, c'est quasiment zéro, pour pas dire zéro. Donc la gravité, l'influence de la gravité sur les électrons, ça va être zéro aussi. Donc on va pas s'emmerder avec ça, fin de la parenthèse. Voilà, pour nous, le comportement des électrons, c'est un pur produit de l'électromagnétisme, point. Ok ?
Alors, bon, en même temps, cette phrase elle est intéressante là parce que vous devez comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer exactement. Hein. Si vous vous rappelez de notre première définition, je vous disais, je crois quelque chose du genre l'électronique consiste à concevoir des systèmes en s'appuyant sur l'électromagnétisme et la mécanique quantique. Bon, on vient de voir que nous, ce qu'on veut faire là, pour faire de l'électronique, c'est déplacer des charges. On a vu qu'on avait à notre disposition deux types de charges élémentaires, des protons, des électrons. On vient juste de voir que les protons sont complètement coincés dans le noyau, on ne peut pas les utiliser. Il nous reste donc plus qu'un seul type de charge, ce sont les électrons. Et ces électrons ont un comportement purement électromagnétique. Hein, donc je crois que là maintenant c'est absolument clair pour tout le monde. Vous comprenez que l'électromagnétisme, il va falloir qu'on regarde ça vraiment en détail. Hein. Ok, bon. Alors, le comportement des électrons, donc c'est un pur produit de l'électromagnétisme, ok, à un tout petit détail près. C'est pour ça que je vous ai mis enfin presque. Il y a un petit détail en plus, vous allez voir, et alors un petit détail qui va bien nous faire chier en plus, hein, un truc bien lourdingue. Hein, mais bon, allez, je vous en dis pas plus, on va voir ça après, mais vous allez voir que ce petit détail va être bien pénible. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est laquelle ? Bon, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est commencer à déplacer nos électrons là pour faire un petit peu d'électronique. Hein. Le problème, c'est que pour l'instant, ils sont toujours restreints en fait au domaine d'influence de l'atome. Hein, donc, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est comment extraire un électron de ce domaine d'influence pour le rendre disponible et bien sûr en même temps pour le rendre mobile. Hein, ça nous permettra de déplacer les électrons et donc de faire de l'électronique. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'extraire tous les électrons de l'atome. Hein. Un seul nous suffit. Hein. Faut bien comprendre que dans un système électronique, vous avez des milliards d'atomes. Donc, si on arrive à extraire juste un électron par-ci par-là de quelques atomes, on aura des milliards d'électrons et ce sera largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Alors, comment on fait ça, extraire un électron de l'atome ? C'est un truc assez compliqué. Et avant de pouvoir le faire, il va falloir étudier le comportement électromagnétique des électrons dans l'atome. Il va falloir qu'on comprenne un peu le mécanisme, comment ça fonctionne, tout ça. Alors, bon, ça c'est pas forcément simple. J'avoue que je savais pas trop comment vous présenter ça. Bon, je pense le mieux pour faire ça, c'est de vous montrer la représentation que les physiciens s'en sont faites au cours de l'histoire. Hein, ça nous permettra de partir d'un modèle, un vieux modèle assez simple, assez simpliste que tout le monde comprend, et on va essayer d'évoluer progressivement vers le modèle actuel qui, vous allez voir, est beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on aura compris comment les électrons se comportent dans l'atome, à ce moment-là, on pourra enfin comprendre comment on peut extraire un électron de l'atome et enfin le déplacer pour faire de l'électronique. Ok ? Alors c'est parti. Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est celui-ci, hein, celui que tout le monde connaît, celui qui est enseigné aux enfants du collège. Hein, donc celui-là, absolument tout le monde le connaît, il n'y a pas de souci, il est très simple. Et celui-ci, bon, il vient pas de nulle part, c'est ce qu'on appelle le modèle de Rutherford. Hein, c'est lui, Ernest Rutherford, qui l'a inventé suite à une expérience qu'il a faite. Alors, c'est pas le premier de l'histoire. Hein. Avant lui, il y avait d'autres trucs, mais bon, c'était vraiment primitif. Bon, si ça vous intéresse, avant Rutherford, on voyait l'atome un peu comme un cake au raisin, si vous voulez. Vous aviez le cake, c'était de la matière positive, là, on savait pas trop. Et puis dedans, vous aviez les petits raisins, c'était les électrons négatifs. Bon, avant Rutherford, c'est comme ça qu'on voyait l'atome. Hein. Lui, ça a vraiment été le premier à comprendre que finalement, un atome, c'est essentiellement du vide, hein, avec un noyau très lourd au milieu, et puis les électrons autour, quoi. Donc, quel est le principe de ce modèle ? Finalement, le principe, c'est le plus simple qu'on puisse avoir, c'est que les électrons gravitent autour du noyau comme des satellites autour d'une planète. Hein, le principe, en fait, donc les protons positifs attirent les électrons négatifs, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et lui, Rutherford, quand il a vu ça, il a dit facile, c'est comme la gravité, c'est comme une planète, en fait, attire des satellites. Hein, ça fonctionne de la même manière. Alors, bon, ça pose un petit problème ce modèle, parce que, bon, comme ça sur le papier, c'est très joli, hein, pour les enfants du collège, c'est magnifique, il y a des petits satellites autour d'un noyau, c'est parfait. Bon, sauf que ça, dans la vraie vie, ça marche pas du tout. Hein. Si vous soumettez ça à toutes les lois de l'électromagnétisme classique, en fait, ça tient même pas, ça tient pas la route du tout, ce modèle. Hein. Vous apercevez que les électrons, ils s'écroulent sur le noyau en moins d'une nanoseconde.
Donc bon, ça supporte pas l'expérience, c'est complètement faux ce modèle. Hein. Donc si pour vous un atome c'est ça, il faut complètement vous enlever ça de la tête. Hein. Ce modèle-là, il est totalement faux. Les électrons, c'est surtout pas des petits satellites là qui gravitent autour du noyau. C'est pas ça du tout. C'est totalement autre chose. Hein. Donc le modèle de Rutherford, voilà, il est très bien pour expliquer aux enfants. Hein. Les enfants comprennent très bien, c'est facile. Mais voilà, pour nous électroniciens, ce truc-là, c'est vraiment une horreur. C'est complètement faux. Donc il faut absolument le bannir de votre esprit. Hein. Ce truc-là, faut l'oublier totalement. Hein. Alors, quelques années après Rutherford, il y a un tout jeune physicien qui s'est pointé, qui s'appelle Niels Bohr. Et alors lui, vous allez voir, il a révolutionné le monde. Hein. Donc lui, en fait, il a pris les choses à l'envers. Si vous voulez, à l'époque, il y avait certaines expériences d'électromagnétisme qu'on n'arrivait pas à expliquer, hein, notamment une histoire de ray spectral. Alors bon, je vais pas détailler, hein, parce que ça sortirait complètement du cadre du cours, donc je vais pas détailler tout ça. Mais pour faire simple, voilà, il y a une expérience en particulier qu'on n'arrivait pas à expliquer. On faisait des modèles, on soumettait à cette expérience et ça fonctionnait jamais. Lui, Niels Bohr, il a décidé de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, il a décidé de partir du résultat de l'expérience. Il a dit, si on observe ça, le modèle doit être celui-ci. Hein, en fait, il a pris les choses dans l'autre sens. Bon, aujourd'hui, ça peut paraître très simple, mais à l'époque, c'était vraiment une vraie révolution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Bohr ? Bohr, déjà, il parle plus d'orbite. Hein. Lui, bon, déjà à cette époque-là, on a parfaitement compris que les électrons ne gravitent plus, donc il n'y a plus d'orbite. C'est pour ça que lui, il parle de trajectoires. Et ces trajectoires, il nous dit qu'il n'y en a pas une infinité, mais seulement quelques-unes, et l'électron doit forcément se trouver sur une de ces trajectoires déjà bien définies. Hein. Ça veut dire qu'ils peuvent se trouver sur une trajectoire ou l'autre, mais jamais entre les deux. Ensuite, il nous dit que l'électron donc, peut passer d'une trajectoire à l'autre, bien entendu, mais bon, que pour ce faire, en fait, il va le faire d'une manière un petit peu particulière. Si vous voulez, l'électron, donc, il peut sauter sur une trajectoire supérieure ou descendre sur une trajectoire inférieure, mais pour faire ça, il va pas le faire de manière linéaire, en fait. Hein. Il va pas passer, finalement, ma flèche violette, là, bon, c'est pas vraiment la réalité. Hein. Il va pas emprunter comme ça un chemin linéaire, mais il va passer d'une trajectoire à l'autre de manière parfaitement instantanée. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Hein. Il faut, pour schématiser un peu tout ça, si vous voulez, on peut considérer que les trajectoires, on peut les considérer un petit peu comme des marches d'escalier. Et l'électron, donc, pour passer d'une trajectoire à l'autre, franchit une marche d'escalier, mais il le fait de manière instantanée. Alors, ça peut vous apparaître extrêmement surprenant et pourtant c'est comme ça que ça se passe. En fait, pour l'électron, si vous voulez, entre cette marche-là, par exemple, et cette marche-là, eh bien, l'espace entre les deux, pour l'électron, cet espace n'existe pas. Alors, bon, ça c'est c'est très surprenant et pourtant c'est comme ça. Hein. L'électron passe instantanément d'une trajectoire à l'autre, donc soit en montant, soit en descendant. Et donc ça porte un nom, hein, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. Et enfin, Bohr nous dit que lors de sauts quantiques, l'énergie s'échange d'une manière tout à fait particulière. Hein. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électron, évidemment, hein, s'il tourne comme ça autour du noyau, c'est parce qu'il a de l'énergie. Et en fonction de ce niveau d'énergie, il se trouve sur telle ou telle trajectoire. Hein. C'est-à-dire que plus il a d'énergie, plus il va être sur une trajectoire haute et donc éloignée du noyau. Hein. Et alors là, le truc, c'est que vu que l'électron fait un saut quantique d'une trajectoire à l'autre, donc là par exemple pour monter en fait, il va pas échanger son énergie de manière linéaire. Hein. Du fait que ce saut soit parfaitement instantané, il est obligé d'échanger son énergie par paquet. Ça veut dire que quand il va monter sur une trajectoire supérieure, l'électron il va acquérir un paquet d'énergie, un paquet complet, de manière instantanée. Et quand il va descendre bien sûr sur une trajectoire inférieure, il va aussi restituer de manière parfaitement instantanée un paquet complet d'énergie. Et ça, c'est vraiment ça la révolution. Hein. C'est à partir de Bohr, si vous voulez, il n'y a plus aucun doute. On comprend parfaitement que l'énergie ne s'échange plus de manière linéaire, mais par paquet. Hein, et la révolution, elle est là. Alors, bon, petite parenthèse historique, il y avait Planck déjà qui avait travaillé à cette époque-là un peu là-dessus, Einstein aussi. Bon, il y avait déjà des choses, hein, mais c'était pas encore très net. Et là, à partir de Bohr, bon là cette fois-ci on n'a plus aucun doute, l'énergie s'échange par paquet, hein, et c'est vraiment ça la vraie révolution. Et donc là, cet échange d'énergie par paquet et le comportement de l'électron dans l'atome, c'est vraiment le top départ de la mécanique quantique.
Et ce qu'il y avait de génial avec le modèle de Bohr, c'est qu'il a permis d'expliquer toutes les expériences d'électromagnétisme qu'on n'arrivait pas à résoudre jusqu'alors, hein. Donc ça veut dire qu'en apparence, il était en accord parfait avec les lois de l'électromagnétisme de l'époque. Et ça, c'était vraiment génial, quoi. Alors, en accord parfait, pas tout à fait, parce qu'évidemment, il y a toujours un mais. C'est-à-dire, tant qu'on restait dans le monde macroscopique, donc par exemple, vous prenez un paquet de 1 milliard d'atomes, vous regardez ce qui se passe, vous lui appliquez le modèle de Bohr et vous regardez ce qui se passe, tout fonctionnait à merveille. Maintenant, le souci, c'est que pour que tout fonctionne à merveille, Bohr a été obligé de violer absolument toutes les lois de l'électromagnétisme qu'on connaissait à l'époque, dans le domaine microscopique qu'est l'atome. Et c'était ça le vrai paradoxe, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il était faux, le modèle de Bohr? Ben non, puisqu'il expliquait parfaitement les expériences d'électromagnétisme. Donc, a priori, c'était correct. Donc, voilà, il est arrivé un moment, en fait, où les physiciens ont dû se rendre à l'évidence. L'électromagnétisme, tel qu'on le connaissait à l'époque, il était incomplet, hein. Il manquait quelque chose, et ce petit quelque chose, vous avez compris, ce petit quelque chose, c'est l'effet quantique. Et ça, c'est le fameux petit détail dont je vous parlais tout à l'heure, là, le petit détail qui va nous faire chier, c'est que dans le monde microscopique, il y a un effet quantique qui devient vraiment prépondérant, et bon, ça c'est compliqué, vous allez voir, ça va vraiment être pénible. Bon, alors là, on va s'arrêter 2 minutes, parce que j'ai bien conscience que pour les débutants, là, cet effet quantique, c'est un truc qui peut paraître vraiment compliqué, hein. Alors, je vais essayer de vous faire un petit parallèle pour que vous compreniez bien le problème, hein. En fait, l'effet quantique, il n'agit vraiment que dans le monde microscopique, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous prenez un seul atome, vous regardez ce qui se passe, c'est clair, il y a des sauts quantiques, il y a des effets quantiques, c'est pas linéaire là-dedans, hein. Maintenant, prenez un paquet d'1 milliard d'atomes. Et bien, en fait, quand vous additionnez tous ces petits effets quantiques mis les uns au bout des autres, quand vous prenez de la hauteur et que vous regardez tout ça de loin, donc quand vous vous trouvez dans le monde macroscopique, en fait, l'effet quantique disparaît complètement et les choses vous apparaissent linéaires. Donc, un parallèle qu'on pourrait faire, si vous voulez, c'est un peu comme les pixels de l'écran que vous êtes en train de regarder. Si vous prenez un microscope, hein, vous grossissez, je sais pas, 1000 fois, hein, puis vous regardez votre écran, vous allez voir des gros pixels, vous allez voir des gros pavés, des gros carrés, quoi. Donc l'image, elle va vous paraître complètement saccadée, en carré, là, elle sera pas linéaire. On peut comparer, si vous voulez, les pixels à cet effet quantique, hein. Donc quand vous regardez de près dans le monde microscopique, vous voyez des gros carrés, vous voyez un effet quantique. Maintenant, vous mettez le microscope de côté, vous vous reculez, vous vous mettez à peu près à 1 mètre de votre écran, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une image parfaite, bien linéaire, il n'y a pas de souci. Et quand on passe en électromagnétisme dans le monde macroscopique, c'est exactement la même chose, hein. On ne voit plus les effets quantiques, donc vous ne voyez plus les pixels de votre écran, vous voyez une image bien définie. Et bien en électromagnétisme, c'est pareil, hein. Il y a vraiment 2 mondes. Il y a le monde macroscopique où là, on va faire un électromagnétisme qu'on appelle classique, où les choses se passent de manière linéaire. Et quand vous rentrez vraiment dans le monde microscopique du domaine de l'atome, ou avec le parallèle que j'ai fait, donc que vous regardez un pixel, là, il y a des effets quantiques vraiment qui apparaissent et qui deviennent prépondérants, hein. Et si ça peut vous rassurer un petit peu, rassurez-vous, hein, nous électroniciens, on va tout le temps rester dans le domaine du monde macroscopique, hein. Les systèmes électroniques sont composés de milliards et de milliards d'atomes. Donc nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est l'électromagnétisme classique, hein. Rassurez-vous, on fera jamais de calcul en électromagnétisme, qu'on appelle donc quantique, hein, qui intègre cet effet quantique. Nous, on fera jamais de calcul là-dedans, hein. Là, c'est vraiment un domaine ultra compliqué, hyper pointu, et faut vraiment avoir un doctorat de physique, hein, pour comprendre tout ça en détail. Là, c'est vraiment réservé à des physiciens de très haut niveau, hein. Alors, vous pouvez vous demander, mais si nous, on va tout le temps utiliser l'électromagnétisme classique, quel est l'intérêt de comprendre un peu cet électromagnétisme quantique ? Il y en a quand même un, quoi. C'est que, bon, même si on va pas calculer précisément comment tout ça fonctionne, c'est important d'avoir quelques notions pour comprendre comment les choses fonctionnent, hein. Par exemple, regardez, là, ce qu'on est en train de faire, je vous rappelle qu'on est en train d'essayer de comprendre comment les électrons se comportent dans l'atome pour voir si on peut pas en extraire un et ensuite le déplacer. Donc ça, c'est quand même bien du monde microscopique, hein. Donc il faut bien qu'on ait quelques notions quand même d'électromagnétisme quantique, hein. Je rajouterais également que le transistor, si vous voulez, c'est un rejeton direct de la mécanique quantique, hein. Il n'y aurait pas eu de mécanique quantique, il n'y avait pas de transistor, hein. C'est aussi simple que ça.
Donc bon, vous voyez quand même que c'est important d'avoir quelques notions de physique quantique. Alors, physique quantique, mécanique quantique, c'est la même chose, hein. C'est deux termes qui expriment exactement la même chose. Et donc c'est important d'avoir quelques notions de mécanique quantique pour comprendre comment les choses fonctionnent, hein. Même si, voilà, encore une fois, pour les débutants, rassurez-vous, quand on va commencer à calculer des valeurs de composants, évidemment, on va pas prendre en compte l'effet quantique, hein. Et pour une bonne raison, c'est que nous, on est dans le monde macroscopique, donc il sera complètement négligeable cet effet, donc on va pas s'emmerder avec ça, hein, rassurez-vous. Mais voilà, il est quand même important d'avoir quelques notions de physique quantique pour comprendre comment les choses fonctionnent. Bon, allez, je vous laisserai digérer plus tard l'effet quantique, là, hein, vous méditerez là-dessus tranquillement. On va revenir à notre problème, parce que bon, pour l'instant, alors le modèle de Bohr, il est génial, il explique plein de trucs, mais pour l'instant, ça nous apprend toujours pas, justement, comment on peut extraire un électron de l'atome, hein. Et il nous l'apprend pas pour une bonne raison, c'est que le modèle de Bohr, il est faux. Et oui, pas de peau, mais bon, c'est souvent comme ça en physique, si vous voulez. On fait une découverte qui paraît géniale à un instant T, mais bon, du coup, ensuite, ça entraîne d'autres recherches qui entraînent elles-mêmes d'autres découvertes, etc., etc. Hein, donc le modèle de Bohr, il est faux. Alors, il est faux. Bon, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que sur la théorie, il est quand même correct, hein. Ces histoires de sauts quantiques, là, tout ça, bon, ça a jamais été remis en cause, hein. Maintenant, son problème, c'est la représentation qui est faite, hein. Vous voyez, là, Bohr, lui, il nous dit que les électrons, c'est encore des petites billes, là, qui sont sur des jolis petits cercles, comme ça, autour du noyau, hein. Ils font des petits sauts d'une marche à l'autre. Bon, ça, c'est très bien, mais c'est pas la réalité, hein. La représentation du modèle de Bohr est fausse, donc il va falloir encore creuser un petit peu plus loin, hein. Voilà, c'est ce que je vous mets, les électrons ne sont pas des petites billes décrivant de jolis cercles, hein. Vous allez voir, les électrons, c'est autre chose. Alors, si c'est pas des petites billes qui font des ronds, qu'est-ce que c'est qu'un électron ? Eh bien, après Bohr, bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc au niveau recherche, hein, c'est jamais trop des périodes qui sont propices pour la recherche, mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, là, ça a vraiment été le boom complet de la mécanique quantique, hein. Donc il y a eu beaucoup de recherches de fait. Bon, il y avait déjà eu des trucs avant aussi qu'on a rapprochés. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que on a découvert que les électrons pouvaient se comporter à la fois comme des ondes. Donc imaginez une sorte de vague un peu qui se propagerait autour du noyau, et ça pouvait se comporter aussi en même temps comme des particules. Donc là pour le coup vraiment des petites billes qui font des ronds, hein. Ça c'est ce qu'on a appelé la dualité onde-particule. Bon, malgré tout, ça posait quand même pas mal de soucis, on a creusé un petit peu le sujet, et puis finalement les physiciens sont arrivés à cette conclusion, c'est que l'électron, c'est pas une onde, c'est pas une particule, c'est autre chose. Et autre chose, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de nom là-dessus, hein. L'électron, c'est toujours autre chose. Donc là, hein, ça commence à devenir très compliqué. Alors, bon, à mon avis, là où on en est, j'ai déjà perdu la moitié de mon audience, hein. Mais bon, s'il y a encore quelques courageux qui sont arrivés jusque-là, ne prenez pas peur, hein. Restez bien accrochés, essayez toujours de suivre, vous allez voir. Là, on va voir des choses très compliquées, mais bon, soyez rassurés, on va pas utiliser ça en électronique. Si je vais vous montrer tout ça, c'est voilà, pour construire le raisonnement et ensuite arriver à des choses qui vont être beaucoup plus faciles et vraiment accessibles aux débutants, hein. Donc, restez bien accrochés, vous allez voir, on va arriver à quelque chose de plus facile à la fin, hein. Alors le problème avec cette autre chose, c'est comment se le représenter, hein, comment on peut faire un dessin de autre chose, hein. Bon là vous voyez bien que ça pose un souci. Alors heureusement après tout ça, il y a encore un autre gars qui s'est pointé qui s'appelle Erwin Schrödinger. Et alors Schrödinger, lui il est arrivé, il a dit ça y est, j'ai résolu le problème, je peux vous montrer ce que c'est qu'un électron. Waouh! Alors là super, hein, nous voilà sauvés, pas de souci, Schrödinger il va nous montrer ça. Le petit souci, c'est que pour Schrödinger, un électron, c'est ça. Restez là, hein, ne prenez pas peur, ne partez pas. Vous allez voir, ça se simplifiera plus tard, hein. Alors, voilà, donc pour Schrödinger, un électron, c'est une équation, hein. Il n'y a pas d'autre moyen de le représenter. Et il ajoute, bon, son équation signifie, si vous voulez, que la seule représentation possible et exacte de cette autre chose, donc de l'électron, c'est une équation qui n'a de sens qu'à l'intérieur d'un espace mathématique abstrait. Alors là, je vous l'avais dit, faut bien s'accrocher à son slip, hein, parce que ça va devenir compliqué.
Et ce qu'il faut bien comprendre avec l'équation de Schrödinger, c'est que malgré le fait qu'elle n'ait de sens qu'à l'intérieur d'un espace mathématique abstrait, il faut bien comprendre que c'est quand même la réalité. Hein. C'est ce que je vous mets. Hein. L'équation de Schrödinger représente pourtant bel et bien le comportement réel des électrons au sein de l'atome. Donc bon, là, vous voyez, ça devient vraiment compliqué. Hein. Mais voilà, encore une fois, l'équation de Schrödinger, c'est bel et bien la réalité, mais une réalité que l'être humain est incapable de se représenter. Hein. C'est-à-dire que le cerveau humain est fait de telle sorte que visualiser mentalement ou même sur une feuille de papier un truc tel que l'équation de Schrödinger, c'est pas possible, on pourra jamais le faire. Donc là... Là, ça y est, là, j'avais peut-être encore 2-3 spectateurs. Là, c'est fini, ils sont partis. Ah, mais bon, c'est pas grave, je vais continuer tout seul. Alors après, bon, pour être plus sérieux, moi aussi, hein, clairement, moi aussi, j'ai un problème avec ça. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équation de Schrödinger, il y a très peu de gens hein, qui sont capables de travailler avec ça. Là, c'est vraiment de la physique de très très haut niveau. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que personne n'est capable, hein, quand je dis personne, c'est personne. Hein, personne n'est capable de se représenter ça visuellement. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Alors. Bon, je comprends que ça peut vous poser un petit problème. Moi aussi, je vous dis, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc, pour essayer de vous expliquer tout ça peut-être un peu mieux que moi, je savais pas trop comment faire ça. Donc là, j'ai fait appel à Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un des plus brillants cerveaux français. Hein. C'est un physicien qui est toujours en activité. Et je vais juste vous passer un petit extrait là d'une conférence sur la physique quantique qu'il avait fait à la Cité des Sciences. Alors, je vais pas vous passer la conférence, mais à la fin de la conférence, bon, comme d'habitude, hein, il y a une séance de questions. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui lui pose une question, et vous allez voir que la réponse est extrêmement intéressante, et je pense que ça pourra vous éclairer un peu sur tout ça. Alors, c'est parti. Voilà, il y a une question là au premier rang. C'est au sujet de cet électron qui tourne sans émettre de rayonnement électromagnétique. Est-ce qu'on doit admettre cette impossibilité comme un paradoxe inexplicable ou est-ce qu'on peut expliquer cette différence énorme entre la théorie quantique et la théorie classique ? Alors là, il faut que je vous traduise la question hein, pour que ce soit un peu plus clair. En gros, le gars qui pose la question, il est un peu comme nous, quoi, si vous voulez. Lui, le fait que les électrons, ce soient des petites billes qui tournent, finalement, ça lui allait pas mal et il comprend pas trop. Il est comme nous, en fait. Hein, il comprend pas trop ce que c'est qu'un électron. Et il a du mal, surtout, à comprendre pourquoi on peut pas se le représenter comme une petite bille qui fait des ronds. Hein, voilà. Et là, écoutez bien la réponse d'Étienne Klein. Vous allez voir, c'est très intéressant. D'abord, le modèle de Bohr ne fait pas partie de la théorie quantique. Il a permis de la lancer. Le modèle de Bohr, il est faux. Hein. Il est faux. L'électron n'a pas une trajectoire comme Bohr l'avait imaginé. C'est simplement une étape qui a permis d'injecter la constante de Planck dans la matière et ensuite qui va conduire à la révolution des années 25. Le vrai formalisme de la physique quantique, c'est 23, 24, 25, 26. D'accord ? Donc le modèle de Bohr, il est faux. Il est faux. L'électron n'est pas sur une orbite bien définie sur laquelle il ne rayonnerait pas. Alors là, bon, oubliez ces histoires de rayonnement, hein, on verra ça plus tard. Voilà, mais là je crois que c'est clair. L'électron n'est pas sur une trajectoire bien définie. Hein. D'accord. Au passage, j'ai consulté les ouvrages, les manuels de seconde sur l'atome, et dans trop de manuels, on présente l'atome de Bohr comme l'atome d'aujourd'hui. D'accord ? Dites-vous bien que dès lors qu'on vous dessine un atome, le dessin qu'on vous propose est faux. D'accord ? Il n'existe pas de dessin vrai de l'atome. D'accord ? Puisqu'on le verra la prochaine fois, la physique quantique, c'est ce qui permet de faire un travail iconoclaste à propos des représentations de l'atome. Donc avec des arguments quantiques, je pourrais vous expliquer pourquoi l'électron ne peut pas avoir l'atome qu'il aurait dans l'atome de Bohr. D'accord ? Il n'y a pas de trajectoire possible pour l'électron. Il n'y a pas de représentation de l'atome possible avec une craie sur un tableau. D'accord ? On pourrait dire, c'est la phrase de Schrödinger, qu'il avait d'ailleurs ulcéré, c'est que la physique quantique, telle qu'elle est interprétée de façon orthodoxe, conduit à la non-picturabilité des choses. Nous ne pouvons plus dessiner les objets de la physique. D'accord ? Et ça va enclencher des frustrations terribles qui vont conduire à l'opposition entre Einstein et Bohr.
Bah ouais, tu m'étonnes que ça va entraîner des frustrations. Et nous les premiers, hein, parce que nous on aimerait bien se représenter l'atome, mais bon là je crois que cette fois vous avez compris, c'est extrêmement clair. On ne peut pas dessiner un atome, un vrai atome tel qu'il est, c'est pas possible. Et là vous aurez bien compris que l'interprétation est un des problèmes majeurs de la mécanique quantique. Alors, comment allons-nous faire pour nous représenter le comportement des électrons dans l'atome si les plus grands physiciens ont du mal à le faire? Bah oui, faut pas rêver, hein, les physiciens n'arrivent pas à dessiner un atome, donc si eux n'y arrivent pas, nous on n'a aucune chance d'y arriver, ça c'est clair. Hein. Seulement pour l'instant, notre problème, nous, c'est que justement on aimerait bien se faire une représentation là, des électrons autour du noyau pour savoir comment on va pouvoir extraire un de ces électrons. Hein. Donc, le truc... Parce qu'évidemment, il y a un truc, hein. Vous allez voir qu'en électronique, il y a toujours un truc. Hein. On est des petits malins, nous, on a des trucs pour se simplifier la vie. Alors, pour que vous compreniez quel est ce truc, je vous ai fait un tout petit exemple, très simple, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Si vous posez la question suivante, combien font 0,999 au T de 1 hein, vraiment une question toute bête. Si vous posez la question suivante à un physicien, il va vous répondre, attendez, je sais pas, faut que j'aille faire des expériences, on va regarder ça, alors bon, il va faire toute une série d'expériences, il va affiner le problème, et puis au bout d'un certain temps, il va revenir vers vous, et il vous répondra ceci. L'expérience prouve que cela fait très exactement 0,001. Lui, clairement, voilà, le physicien, lui, il recherche la réalité, donc il cherche le résultat exact. Maintenant, vous posez exactement la même question à un électronicien. Alors là, ça va pas prendre 2 heures, il va vous répondre du tac au tac, il va vous répondre tout de suite, à peu près 0, enfin ça dépend. Il est gentil, mais bon, ça dépend de quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs résultats? Mais non, en fait, pas du tout. Le truc de l'électronicien, vous avez compris, c'est de faire une approximation. Et vous verrez après tout au long de ces cours que l'électronique, c'est pas du tout une science exacte. Loin de là, on fait sans cesse, on fait même quasiment que ça, on fait tout le temps des approximations, et c'est tout le temps ce qu'on fait, nous, en électronique. Hein. Donc il faut bien comprendre que l'électronicien, bon, si vous voulez, c'est un peu un partisan du moindre effort, qui va faire l'approximation minimum nécessaire. Hein. Il fera jamais plus, il se contente du minimum. Et c'est en se contentant de ce minimum, vous allez voir, on va pouvoir faire une approximation qui va nous permettre de comprendre comment fonctionnent les électrons autour du noyau. Hein. Donc voilà, là vous pouvez vous recaler dans votre chaise, vous pouvez dégrafer vos bretelles, les choses compliquées c'est terminé, on va élaborer notre approximation du modèle atomique, et là vous allez voir, je vous ai fait un truc beaucoup plus simple que tout le monde va pouvoir comprendre. Alors, par où on va commencer pour faire notre approximation? Ce qu'on aimerait bien en premier, déjà, c'est pouvoir se représenter un électron. Hein. Alors là, on a vu, c'est compliqué. Hein. Bon, selon Schrödinger, un électron, c'est une espèce d'équation absolument imbuvable. Ce serait une onde, en même temps une particule, bon, on sait pas trop, c'est autre chose, voilà, ça on va complètement oublier, c'est beaucoup trop compliqué pour nous, et puis de toute façon, est-ce que c'est une onde, une particule ou autre chose, ça nous intéresse absolument pas. La seule chose qui nous intéresse sur l'électron, c'est celle-ci. L'électron est une charge élémentaire négative répartie quelque part dans une couche électronique. Hein. Alors là, attention, là, la construction en fait de notre approximation, là, vous allez voir, ça va être très facile, mais là, on arrive dans un truc hyper important. Il faut bien suivre, il faut bien retenir tout ça. Hein. Donc, pour l'électronicien, l'électron, c'est juste une charge élémentaire négative répartie quelque part dans une couche électronique, qui correspond à un niveau d'énergie. C'est ce qu'on a vu. L'électron, selon son niveau d'énergie, il est quelque part dans une couche électronique. Ok ? Donc, pour nous électroniciens, l'électron, c'est ça. Tout simplement. Un espèce de truc diffus, là, on ne sait pas trop où ça se trouve, on ne sait pas trop comment ça se comporte, et puis de toute façon, ça nous intéresse absolument pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est que c'est une charge élémentaire, puisque nous, ce qu'on veut, c'est déplacer des charges, je vous le rappelle, c'est quand même ça le but. Donc voilà, là, on a une charge, l'électron, en l'occurrence, c'est une charge négative, et puis, il se situe quelque part dans une couche électronique, et le reste, ça nous intéresse pas. Bon, alors voilà, on a notre électron, parfait. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est replacer ça dans le contexte de l'atome et puis voir ce que ça donne un peu quand il y a un noyau et plusieurs électrons autour. Donc pour ça, on va pas se compliquer la vie, on va faire au plus simple, on va juste reprendre ce que Bohr nous a dit. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Bohr ? Il nous dit que les électrons sont répartis autour du noyau en couches quantiques.
Hein, c'est les fameuses trajectoires là, parfaitement définies, et plus l'électron a d'énergie, plus il est placé sur une trajectoire élevée et donc éloignée du noyau. Alors ça, on peut le représenter extrêmement facilement. Tout ce qu'il faut se dire, c'est la chose suivante: plus les électrons ont d'énergie, plus ils sont éloignés du noyau. Donc comment on représente ça? Très facile, on peut faire un graphique avec une échelle d'énergie. En bas de cette échelle, au niveau 0, on va mettre le noyau, et ensuite, vu que les électrons sont répartis en couches quantiques en fonction de leur niveau d'énergie, et voilà, il suffit de les empiler, comme ça, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un atome. Hein. Ça, c'est un atome, c'est déjà une première approximation de l'atome, peut-être la plus simple à comprendre d'ailleurs. Et voilà, hein, on a notre première approximation. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Bon, pour l'instant, avec ça, on voit pas vraiment encore comment on pourrait extraire un électron du domaine d'influence de l'atome. C'est compliqué, hein, là, pour l'instant, c'est pas suffisant. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'électronicien, c'est un partisan du moindre effort qui fait de l'approximation minimum. Bon, là, clairement, il ne s'agit pas de l'approximation minimum, puisqu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Hein. Donc il va falloir affiner un petit peu cette approximation pour essayer d'arriver à nos fins, et voir comment on va pouvoir extraire un électron du domaine d'influence de l'atome. Alors comment on va faire ça? Là on va faire fonctionner un petit peu nos méninges, on va repartir de cette phrase là: plus les électrons ont d'énergie, plus ils sont éloignés du noyau. Alors là, si on réfléchit un petit peu au problème, et puis aussi également en regardant notre première approximation, on peut se rendre compte que plus les électrons sont éloignés du noyau, finalement, moins ils subissent l'influence du noyau. Ça veut dire quelque part qu'ils sont... plus ils sont éloignés du noyau, plus ils vont être capables de se mouvoir facilement dans l'espace. Hein. Donc ça peut se représenter, et il suffit de se dire la chose suivante. Il suffit de se dire que plus les électrons ont d'énergie, plus ils ont un degré de liberté étendu dans l'espace. C'est-à-dire que plus ils vont pouvoir se mouvoir facilement dans l'espace. Hein. Alors comment on va représenter ça? Encore une fois, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit de refaire un autre graphique, en partant du graphique de tout à l'heure. Donc on garde notre échelle d'énergie. Par contre, cette fois-ci, on va rajouter une abscisse qui va représenter, alors là, je vous ai mis degré de liberté. On pourrait dire aussi que c'est la capacité de l'électron à se mouvoir facilement dans l'espace et à se débarrasser un peu là de l'influence du noyau. Donc si on rempile maintenant nos électrons par rapport au noyau, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, ça donne le premier, voilà, il est proche du noyau, on voit que bon, il n'a pas beaucoup d'énergie, il n'a pas beaucoup de degré de liberté. Maintenant, celui qui va être au-dessus, il va être un petit peu plus loin, donc il va pouvoir bouger plus facilement dans l'espace. Donc on voit que son degré de liberté est un petit peu plus étendu que le précédent. Le troisième, même chose, hein, voilà, le degré de liberté s'étend en fait au fur et à mesure que l'énergie des électrons monte. Et là, on a une nouvelle représentation de l'atome. Hein, c'est encore une approximation de l'atome, ça, c'est un atome toujours. Et cette fois-ci, normalement, vous devez voir apparaître quelque chose d'absolument fondamental qu'on n'a pas pu observer encore. Hein, depuis le début de ce cours, là, vous allez voir, c'est là où la magie de l'approximation va s'opérer. Ce qu'on peut voir, donc si je vous remets ce dessin là sans les axes ici, c'est exactement la même chose qu'avant, hein, sauf que j'ai juste enlevé les axes. Qu'est-ce qu'on voit apparaître cette fois-ci? On voit apparaître le domaine d'influence du noyau sur les électrons. Hein, on peut tracer une espèce de courbe là au bord des électrons, ça donne un espèce d'entonnoir en fait dans lequel on voit bien les électrons sont coincés là-dedans. Hein. Et là cette fois-ci on arrive à visualiser réellement le domaine d'influence du noyau sur les électrons. Et ça, vous allez voir, ça va nous servir, ça va être pas mal parce qu'on n'a pas réussi à le voir jusqu'à maintenant. Alors, je vous ai parlé d'entonnoir, mais bon, finalement, entonnoir, c'est pas vraiment le bon mot pour décrire ce domaine d'influence, parce que si c'était un entonnoir, ça sous-entendrait que les électrons, là, ils peuvent s'écouler par le bas. Or, c'est pas du tout le cas, parce que là, il y a le noyau, donc le noyau, il va empêcher les électrons de s'écouler par le bas. Donc, entonnoir, c'est vraiment pas le bon terme. Pour définir ce domaine d'influence, on va plutôt parler de puits. Ce serait un puits dans lequel les électrons tomberaient, attirés vers le fond du puits, justement par le noyau. Alors là, ça devient, si vous anticipez un peu le raisonnement, ça devient extrêmement intéressant, parce que si vous avez déjà vu un puits, ça j'en doute pas, bon, vous savez qu'un puits ça a un fond, là en l'occurrence ça correspond à notre noyau, mais un puits ça a aussi un rebord. Et la question qui devient très intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait pas
faire déborder un électron du puits en le faisant passer par-dessus ce rebord. Hein. Et là, vous comprenez que ça devient très intéressant et qu'on est en phase de résoudre notre problème. Alors, pour comprendre ça, la première un petit peu approximation qu'on pourrait faire, c'est de se dire la chose suivante, si vous voulez. Bon, notre puits, en fait, voilà, plus les électrons ont d'énergie, plus les bords du puits sont écartés. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Donc dans le cas de quelque chose de linéaire, ça nous poserait quand même un problème, parce que ça veut dire que pour que les bords du puits soient, enfin la distance entre les deux bords du puits soit infinie, ce qui signifierait qu'on pourrait déplacer l'électron à notre guise, pour ça il faudrait que l'énergie de l'électron soit infinie. Donc ça nous pose quand même un problème et ça va pas nous aider. Maintenant, raisonner comme ça, c'est pas le bon raisonnement. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on raisonne de manière linéaire. Sauf que c'est pas linéaire dans l'atome. Hein, rappelez-vous, il y a un effet quantique là-dedans. Alors, bon, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais là, je vais prendre un raccourci pour que ce soit bien clair pour tout le monde et que ce soit facile à comprendre. Je pense que ce cours a déjà été assez long et assez compliqué là, pour ceux qui sont vraiment débutants. Donc là, on va aller au plus simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à l'effet quantique, en fait, le bord du puits, il n'est pas linéaire, là. Hein, c'est-à-dire que pour que les deux bords soient écartés d'une distance infinie, il ne va pas être nécessaire que l'électron ait une énergie infinie. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, alors là je prends un raccourci, hein, mais pour faire simple, en fait, si vous voulez, l'échelle d'énergie des électrons, c'est pas un truc linéaire. Grâce à l'effet quantique, il va arriver un dernier niveau dans lequel le noyau a encore un petit peu d'influence sur un électron. Et puis au-delà de ce niveau, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'influence du tout. Donc ça veut dire que les bords de notre puits, là, ils ne vont pas jusqu'à l'infini en hauteur. À un moment donné, ils s'arrêtent. Et ça donne ça. Et donc ça veut dire que notre puits, il a un rebord. Et alors là, je vous ai mis couche de conduction. Bon, je vais vous expliquer ça juste après. Mais cette histoire de puits, là, il faut bien comprendre que c'est la meilleure représentation pour nous électroniciens qu'on a de l'atome. Hein, c'est ce que je vous ai mis, le puits quantique est la meilleure approximation de l'atome qu'a l'électronicien. On appelle ça un puits quantique, vous trouverez aussi le nom de puits de potentiel. Bon, on n'a pas vu encore ce que c'est qu'un potentiel, on verra ça plus tard, mais voilà, c'est la même chose. Un puits quantique, puits de potentiel, pardon, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, dans notre représentation de l'atome, en fait, les électrons tombent dans un puits. Hein, ce puits, vous avez bien compris que c'est le domaine d'influence du noyau sur les électrons. Ils tombent dans le puits, donc attirés par le noyau. Mais ce puits a aussi un rebord duquel les électrons vont potentiellement pouvoir déborder. Hein, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Bon, voilà notre problème, cette fois-ci posé de manière extrêmement claire. Hein, depuis le début, vous avez vu, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est de libérer une charge de l'emprise du noyau pour pouvoir la déplacer sans contrainte. Hein. Donc là, maintenant qu'on a cette représentation du puits de potentiel, je pense que ça doit vous apparaître extrêmement clairement. Hein. On a nos électrons là qui sont prisonniers dans le domaine d'influence du noyau, et nous, ce qu'on voudrait, c'est en sortir au moins un seul. Hein. C'est ce qu'on a dit, on sort juste une charge du domaine d'influence de l'atome, et c'est bon, pour nous, c'est gagné. Donc comment on peut faire ça? Si vous vous rappelez un petit peu de tout ce qu'on a vu, on a dit que les électrons sont répartis donc en couches quantiques en fonction de leur niveau d'énergie. Donc ça veut dire qu'en haut de notre puits, là, ce qu'on va appeler le rebord du puits, hein, pour faire simple, ça représente en fait un niveau d'énergie de libération. Hein, c'est-à-dire que l'électron tout en haut, là, qui est prisonnier, si on lui apporte une légère pichenette d'énergie, hein, un petit paquet d'énergie, hein, ça c'est la théorie de Bohr, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si on lui apporte cette pichenette d'énergie, il va être capable de dépasser le niveau d'énergie de libération et donc d'aller se loger dans la couche supérieure. Et la couche supérieure, je vous l'ai appelée couche de conduction, parce que dans cette couche-là, vous voyez qu'on n'est pas limité par le domaine d'influence du noyau, et donc on va pouvoir déplacer notre charge tranquillement. Donc comment on peut faire ça? Tout simplement, on apporte un petit paquet d'énergie, ici, et l'électron se libère du domaine d'influence du noyau. Ok, alors je vous ai appelé ce petit paquet, cette petite pichenée d'énergie, là, quanta de libération, hein, bon, ça fait un peu plus élégant que pichenée, mais enfin c'est ça le principe, hein, on envoie un paquet d'énergie là sur l'ensemble du système, ça fait monter un électron dans une couche électronique qui est au-dessus du rebord du puits. Et là on obtient quelque chose d'absolument fondamental en électronique,
c'est un électron libre, c'est-à-dire un électron qui s'est libéré de l'emprise de l'atome. Donc ça, il faut absolument retenir, la charge élémentaire utilisée en électronique, c'est l'électron libre. Et il faut bien comprendre qu'on n'en a pas d'autres. Je vous ai dit tout à l'heure, les protons, c'est mort, ils sont coincés dans le noyau, ils sont là, ils sont inaccessibles, on ne peut pas les avoir. La seule charge mobile qu'on va pouvoir utiliser en électronique, c'est l'électron libre, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'électron libre, il n'y a pas d'électronique, c'est aussi simple que ça. Ok, donc voilà pour le mécanisme de libération. Je pense que maintenant vous comprenez comment on peut obtenir un électron libre. Et maintenant qu'on a notre électron libre, ça y est, on va enfin pouvoir commencer à déplacer des charges et enfin pouvoir faire un petit peu d'électronique. Ok, alors là vous allez certainement me poser une question tout à fait légitime. Maintenant, c'est celle-ci. Comment obtenir cette pichenette d'énergie qui permet de libérer un électron de l'emprise atomique? Et là, bon, là on va passer sur la paillasse. Je vais vous faire une petite démo. Bon, vous allez voir, extrêmement simple. J'aurais adoré pouvoir vous montrer visuellement l'éjection d'un électron dans une couche de conduction et vous montrer la libération électronique. Maintenant, il faut comprendre que c'est absolument pas possible. Même au CERN, ils savent pas faire ça. Alors le CERN, si vous connaissez pas, c'est le plus grand accélérateur de particules du monde, là, placé sur la frontière franco-suisse. C'est vraiment le temple aujourd'hui de la recherche mondiale en physique, et c'est là où on essaye de répondre à toutes les questions actuelles. Là. Bon, bref, tout ça pour vous dire que là-bas, niveau matériel, ils sont absolument top moumoute, et même eux, à ma connaissance, n'ont pas de quoi vous montrer visuellement la libération électronique. Donc vous imaginez bien que moi je suis qu'un petit gars chez lui qui fait un peu d'électronique, donc bon, je suis absolument incapable de vous montrer ça malheureusement. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, vous allez voir, je vais quand même vous montrer un petit truc, on va se mettre sur la paillasse et puis tout simplement je vais vous montrer le circuit électronique le plus simple du monde. Il y en a un, c'est vraiment le plus simple du monde, et puis je vais essayer de vous resituer un petit peu où se produit là cette libération électronique là-dedans. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors le voilà, le circuit électronique le plus basique du monde. Ça, je pense que on peut pas faire plus simple, tout le monde connaît, c'est juste une petite pile qui vient alimenter une ampoule à filament et qui produit de la lumière. Ça, tout le monde a déjà vu ça, ça doit pas être une surprise. Ça peut vous paraître extrêmement naïf comme exemple, mais il faut bien comprendre que là-dedans, il y a tout un tas de phénomènes physiques qui vont se produire, et que si on veut commencer à pouvoir faire un petit peu d'électronique, il va déjà falloir comprendre tous ces phénomènes physiques là qui se produisent dans ce circuit qui pourtant en apparence est extrêmement simple. Donc il ne faut pas avoir la naïveté de croire que ça, c'est ultra facile. Évidemment, on met une ampoule au bord d'une pile, ça s'allume, voilà, tout le monde a déjà vu ça. Mais il faut bien avoir conscience que là-dedans, il y a tout un tas de phénomènes physiques qui se produisent, et si vous voulez pouvoir faire de l'électronique, il va falloir étudier ça en profondeur. Alors, où est-ce qu'on va placer la libération électronique, là, tout ce qu'on vient de voir? Où est-ce que ça se situe exactement dans ce circuit? Bon, je vais essayer de vous faire un petit dessin. Alors, vous allez voir, je dessine toujours aussi mal, désolé, mais bon, je pense que vous allez quand même comprendre. Donc, on va reproduire notre circuit. Donc, on a notre pile. Voilà, notre pile. Hop. On a deux petits bouts de fil. Et notre ampoule. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Ce qui va se passer, c'est que dans la pile, vous avez de la matière. Donc, vous avez des atomes, et nous, on a vu que pour nous, électroniciens, la meilleure représentation de l'atome qu'on a, c'est le puits de potentiel. Donc, dans la pile, il y a des puits de potentiel. Alors, on va représenter quelques-uns. Voilà, donc il y a des électrons dans ces puits de potentiel. Donc, ça, c'est des atomes. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette pile, il va se produire une réaction chimique. Et cette réaction chimique va engendrer de l'énergie, et cette énergie va être apportée à certains atomes, pas tous, mais il y a certains atomes donc, qui vont recevoir de l'énergie, ce qui va permettre de libérer des électrons de ces atomes. Donc là, il y a de l'énergie, voilà, ça c'est l'énergie chimique. Elle va arriver sur certains atomes de la pile, et ça va permettre d'éjecter un électron libre. Les électrons, on va les appeler E- pour l'instant. Il y a des électrons libres qui vont être éjectés dans une couche de conduction. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces électrons libres? Là, on n'en est pas encore là, mais là, je pense que vous comprenez qu'on a encore du boulot pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Mais ces électrons libres, en fait, une fois qu'ils vont être éjectés dans la couche de conduction, ils vont aller dans le circuit, ils vont traverser le filament de l'ampoule, ici, et c'est ce qui va
produire cette lumière-là que vous voyez. Alors, voilà où se situe la libération électronique là-dedans. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a encore tout un tas de questions qui vient se poser et auxquelles il va falloir qu'on réponde. Pourquoi les électrons libres, ils vont venir sagement là, circuler dans le circuit? C'est une bonne question. Ils pourraient très bien partir hop, là, comme ça, n'importe où dans la nature. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils font. Ils circulent voilà, gentiment dans le circuit. Et en plus de ça, ils sont suffisamment sympas, les électrons libres, pour sortir d'un côté de la pile et revenir dans l'autre. Donc ça aussi, pourquoi c'est comme ça? Va bien falloir qu'on voit tout ça. Pourquoi aussi le filament brille? Pour produire de la lumière, ici, il va falloir de l'énergie. Donc est-ce que, à tout hasard, ce serait pas l'énergie chimique là, qui est dégagée dans la pile qui permet d'éjecter les électrons libres? Allez, je vous aiguille un petit peu. Est-ce que les électrons libres, finalement, ne seraient pas des genres de vecteurs de transport de l'énergie qui amènent cette énergie au filament et qui fait briller l'ampoule? Bon, là, je vous ai quand même bien mis sur la piste. On va pas développer plus parce que ça, c'est ce qu'on fera dans les prochains cours. Mais vous voyez qu'il y a encore tout un tas de questions auxquelles il va falloir qu'on réponde. Donc, ce petit circuit-là, avec cette pile et cette ampoule qui s'allume, ne croyez surtout pas que ça, c'est un truc pour les enfants. C'est pas du tout un truc pour les enfants. Il y a tout un tas de phénomènes physiques là-dedans. Et voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous voulez pouvoir faire de l'électronique, il va falloir comprendre précisément ce qui se passe physiquement là-dedans. Et c'est ce qu'on aura l'occasion de faire dans les prochains cours. Bien, il est maintenant temps de conclure ce cours, et pour ça, je voudrais faire une analogie vraiment triviale qui va, je l'espère en tout cas, qui va vous permettre de comprendre un peu quels sont les futurs problèmes auxquels on va être confronté. Donc pour l'instant, il vous aura pas échappé qu'on a des électrons libres, et ce qu'on aimerait bien faire avec ces électrons libres, c'est les déplacer. Donc l'analogie triviale qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut dire qu'on aimerait bien partir faire une balade en voiture avec nos électrons. Donc pour ça, on prend notre voiture, il suffit de prendre quelques atomes, de leur apporter un petit peu d'énergie pour en extraire des électrons libres. Alors ça, par exemple, on peut faire ça avec une réaction chimique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qui se passe dans la pile. Et donc une fois qu'on a nos électrons libres, on peut les charger dans le coffre. Et vous allez me dire, très bien, il n'y a plus qu'à les déplacer en partant en balade. Seulement, pour l'instant, on a un petit problème, c'est que notre voiture, elle n'a pas de moteur, elle n'a pas de roue, et elle a même pas de route, à emprunter, notre voiture. Donc on a encore pas mal, vous voyez, de soucis à résoudre. Et bon, si notre voiture a pas de moteur, si elle a pas de roue, qu'on n'a pas de route à emprunter, forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vais vous laisser méditer sur Bourvil et De Funès. Et bien voilà, ça y est, on a enfin nos charges mobiles là, qu'on va pouvoir commencer à déplacer pour faire un petit peu d'électronique. Donc ces charges mobiles, bien sûr, ce sont les électrons libres. Maintenant, on n'a pas encore résolu l'ensemble du problème, parce que comme vous venez de le voir là, dans la petite analogie très simple que je viens de vous faire de la voiture, donc pour l'instant, on est capable de faire quoi? On est capable d'extraire des électrons des atomes, et donc d'avoir des électrons libres qu'on va pouvoir déplacer, donc c'est pour ça qu'on les a mis dans notre coffre. Le petit souci, c'est que pour l'instant, sur notre voiture, il y a ni moteur ni route à emprunter. Donc évidemment, il y a un nouveau problème qui se présente à nous. Et ce nouveau problème, c'est celui-ci. C'est le circuit de la pile et de l'ampoule. Donc là, vous avez bien compris que la pile, il y a de la chimie qui passe là-dedans, et qui se passe là-dedans. Et grâce à cette énergie chimique, des électrons donc, sont capables de se libérer des atomes et de devenir libres. Maintenant, la question, c'est ces électrons libres, comment on va les déplacer pour qu'ils empruntent notre circuit et qu'ils viennent allumer le filament de l'ampoule. C'est vraiment ça notre nouveau problème, et c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans les prochains cours. Ok, allez, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Bon, on fera pas un cours, je vais vous laisser digérer tout ça tranquillement, là, parce que c'est vrai que pour les débutants, ça fait quand même pas mal d'informations. Donc je vous laisse digérer tout ça tranquillement. La prochaine fois, on reprendra notre four à fusion, on dépiotera tout ça, puis on essaiera de finaliser un peu l'interfusion et voir comment on peut arranger tout ça. Ok, allez, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!